rejoint sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Dmitri Gloukovski, Dobrydienne, bonjour. Vous êtes russe, vous parlez parfaitement le français, bien sûr. On a beaucoup de questions pour vous sur ces difficultés aujourd'hui à exprimer une opposition à Vladimir Poutine. Avec plaisir. Merci beaucoup, bienvenue d'être ici. Comme le dit Florence, vous parlez français, mais vous parlez aussi russe, allemand, espagnol, anglais, hébreu. Si ça vous, on va quand même le faire. J'ai eu une vie longue et compliquée, donc voilà. J'ai pris les langues pour me exprimer. Avant de commencer cet entretien, comment voulez-vous qu'on vous présente, puisque Libération vous présentait avant la guerre comme l'écrivain qui n'aimait pas le Kremlin. On va peut-être voir cette DER de Libé que vous avez faite. Aujourd'hui, comment vous présentez? Parce que vous êtes une véritable star en Russie, la star de la science-fiction. Comment vous voulez qu'on vous voit en France? Je crois que la chose la plus importante, c'est juste de rester une voix des Russes qui sont contre la guerre. Moi, c'est vrai que ça fait déjà plus qu'un an que je suis plus en Russie. Vous êtes parti un mois avant la guerre, pourquoi? Parce que je me déplace beaucoup, normalement, et puis j'étais parti pour les déplacements. Normalement, je passais plus ou moins une moitié de mon temps en Russie et une moitié dans le monde. Voilà, dans le monde, en voyageant, parce qu'il y avait des projets internationaux. Et le moment où la guerre a commencé, donc j'ai décidé, en fait, ça m'a pris plus ou moins 30 secondes pour prendre la décision de m'opposer clairement sur tous les réseaux sociaux que j'avais contre la guerre, Instagram, puis le Twitter, etc. Vous êtes très suivi là-bas. Assez suivi, ouais. 200 000 de followers sur Instagram. Et surtout, c'était une chaîne pour m'exprimer, mais aussi pour essayer encore d'influencer l'opinion publique. Mais vous avez vu monter la guerre, vous l'avez dénoncé avant même le début des opérations. Absolument, ouais. Bon, c'est clair. Pour moi, la direction dans laquelle le régime russe s'évoluait était absolument clairement celui de dictature, la direction de dictature. Et il fallait avertir bien sur les dangers éventuels de cette évolution. Vous parlez de dictateur, je fais une micro-parenthèse avant de parler du procès qui s'est ouvert contre vous. Je précise que vous avez été journaliste en France, à Euronews, mais aussi pour Russia Today. Absolument. Et vous avez suivi Vladimir Poutine. Est-ce que vous l'avez vu devenir un dictateur sous vos yeux? C'était un processus assez long. Et je dirais, Vladimir Poutine règne déjà la Russie depuis plus de 20 ans. Et sa conversion en dictateur était assez lente. Et moi, j'ai commencé à travailler, de 2002 à 2005, j'étais chez Euronews, à Lyon, ici en France. Après 2005, j'ai commencé à travailler à Russia Today. Et au début, c'était une chaîne qui était créée pour montrer que si on avait la liberté de presse, donc il n'y avait pas ces incidents. Et au début. Au début, absolument. Donc vous l'avez suivi directement, vous avez des rapports directs avec Vladimir Poutine? Non, ça non. Parce que moi j'étais membre de pool de Kremlin, mais je faisais de la télévision, et quand on fait de la télévision, il y a plusieurs équipes qui changent. Oui, donc moi je l'ai vu du près, mais j'ai jamais parlé. Mais ce que je veux dire pas, c'est que vous l'avez vu de près. De près, Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux? Parce que là, au début des années 2000, l'Occident le considère encore comme un potentiel réformateur. Oui, c'était quelqu'un pas très haut, je dirais. Pas très grand. Quelqu'un pas très grand, voilà. Quelqu'un assez, je dirais, nerveux et pas très impressionnant. Et les gens donc les caméramans n'ont pas de permis de faire le tournage de près de l'auteur seulement de près de l'auteur de ses yeux, parce qu'il était assez... Ah, c'était que vous aviez la consigne de ne pas filmer trop parce que ça le rendait petit. Voilà, absolument. Donc, et je crois que ce sont des complexes d'infériorité, en fait, qui pourraient expliquer beaucoup de choses qui se passaient avant. Pardonnez-moi, vous dites que vous aviez la liberté de la presse au début, et on vous dit aussi ne filmez pas Vladimir Poutine pour qu'il ait l'air trop petit. Il y avait quand même déjà une volonté de le montrer sous son meilleur jour. Absolument. Moi, je ne dis pas qu'il avait une liberté de presse, il avait une volonté de montrer qu'il avait une liberté de presse. Mais la propagande acharnée, ça a commencé l'année 2012, quand il y avait déjà des premières grandes manifs de protestation à Moscou contre les élections truquées de Douma, les élections parlementaires. Et après 2014, c'est devenu vraiment l'enfer, parce que c'est l'année où la Russie a pris, annexé, envahi la Crimée. Et il fallait donc l'expliquer d'une façon ou d'une autre à la population russe. Et c'est là que la télévision russe, ainsi que tous les médias russes contrôlés par l'État, et c'était déjà presque tout, inclus l'Internet, ont été utilisés pour exactement
convaincre le peuple russe que c'est une continuation de la Seconde Guerre mondiale, que c'était une guerre sacrée, et tout était explicable et justifiable par ce fait. Un procès s'est ouvert donc contre vous le mois dernier en votre absence. Ouais. Qu'est-ce que vous reproche la justice russe exactement? Il y a des procès pareils contre les autres activistes et les gens de la culture. Bon, moi aussi, pour l'instant, un des seuls gens de la culture, mais aussi contre les journalistes, contre les activistes politiques. Ça s'appelle diffusion des informations délibérément fausses sur l'armée russe. En fait, c'est vos tweets. Voilà. Et Instagram. Et absolument, et mes interviews, et mes YouTube, etc. Donc il y a plusieurs cas où j'accusais l'armée russe de commettre des crimes de guerre, y compris Boutcha, de bombarder d'une manière délibérée des blocs résidentiels en Ukraine. Et j'accusais Vladimir Poutine de prendre ses décisions, de l'imposer sur les élites russes. Donc, j'ai peut lire mon cas, c'est 600 pages. Donc, il s'adresse aux États généraux de l'armée russe en disant Dmitri Gloukovski, dans son interview, dit que c'est Vladimir Poutine qui a annoncé la guerre, en fait. Et l'État généraux explique que non, en fait, c'était pas une guerre, c'était une opération militaire limitée, spéciale, et c'était juste pour défendre les minorités russes. C'est pour ça que Dmitri fait de mensonges. Et il le sait, c'est délibéré, donc il doit être condamné jusqu'à 10 ans en prison. 15 ans même. 15, et 5 ans de plus parce que c'est aggravé par la haine politique envers le président de la Russie. Donc là, donc, voilà. Vous êtes une star de l'édition en Russie, vraiment de science-fiction, un grand auteur. Si vous rentrez en Russie, vous risquez 15 ans de prison. Oui, il paraît. Vous rejoignez... Pas seulement la Russie, mais aussi la Serbie, l'Ouzbékistan, Kazakhstan, l'Arménie. Donc la logistique devient un peu plus compliquée maintenant. Alexei Navalny est en prison après avoir survécu à un empoisonnement. Un tribunal de Moscou a condamné la semaine dernière Vladimir Kara-Murza à 25 ans de prison pour haute trahison, ce qui est quand même, on le rappelle, la plus lourde peine infligée à un opposant dans l'histoire russe récente. Même chose pour l'ancien maire d'Ekaterinbourg. Dernier opposant pas encore inquiété, il est Evgeny Roizman. Il risque lui aussi 10 ans de prison pour avoir critiqué la guerre sur Twitter, exactement comme vous. Est-ce qu'il existe encore une voie d'opposition en Russie? Donc c'est bien sûr clairement, la plupart des voix sont supprimées. Et il y a des opposants qui restent toujours là-bas, mais ils doivent bien sûr, en comprenant très bien tout ce qui se passe, modérer leur lexique et modérer leur discours. Et sinon, il y a une grande partie, presque tous les soutenants de Navalny sont partis, ils sont maintenant diffusés en Europe de l'Est. Et en Russie, il ne reste pas grand-chose, pas beaucoup de gens. Donc les opposants les plus clairs et les plus forts ont été soit exterminés, comme Boris Nemtsov. Empoisonné mystérieusement. Vous craignez pas vous-même d'être empoisonné mystérieusement, sérieusement, quand vous tweetez, parce que vous tapez fort sur les réseaux sociaux? C'est clair qu'on y pense un peu. Ouais. Donc il ne faut pas accepter l'alimentation de gens que tu connais pas, etc. Sérieusement? Vous faites attention à ce que vous mangez? Vous regardez derrière vous dans la rue? Vous avez un peu peur ou pas? Moi, il y a 2 ans, j'avais une période assez courte quand j'étais comment dire, quand je recevais les menaces de mort pendant 2-3 semaines. Donc là, et j'ai dû être accompagné par les gardes du corps. Et c'était encore en Russie. Elles venaient de qui, ces menaces de mort? Je dirais, des soutenants du régime, soi-disant. Voilà, donc pas par le régime directement. Ça s'est fait sous quelle forme? Sur Instagram, je recevais 10 menaces de mort par heure. C'était assez... C'était des messages privés, ça dit? Ils écrivaient quoi? Oui, c'était des messages privés, mais aussi surtout les privés. Là. Vous pouvez nous donner un exemple de ce que vous receviez? Oui, genre, tu dois exactement regarder ton derrière chaque jour que tu manges, on te cherche, on te trouve. Après, ils ont trouvé mon numéro de portable, donc ils commençaient à m'envoyer les messages, mon adresse de la maison où j'étais censé habiter, donc en disant que voilà, là on va te trouver très, très, très bientôt. Donc, voilà. Donc ça c'est très stimulant, bien sûr, ça te réveille un peu. Et après ça, il te reste, même quand ça diminue, en fait, cette laisse toujours assez alerte, quoi. Mais bon, vous n'employez pas le mot effrayant. Aussi, Vous n'employez pas le mot effrayant, vous employez le mot stimulant. Alors ça donne quand même une idée de votre force de caractère. Vous avez dit dans un entretien à Marianne, les Russes préfèrent leur confort à la vérité. C'est vrai qu'on parle souvent de la peur qui domine en Russie. Comment réagissent les proches des critiques au régime comme vous, des opposants? Est-ce qu'il y a une solidarité ou une prise de distance pour ne pas être inquiet? Oui, ça dépend après, parce que bien sûr qu'il y a une partie de tes proches, tes parents surtout,
qui craignent tout simplement pour ta vie et qui suggèrent que tu diminues un peu la rhétorique, quoi. Et voilà, le discours. Il faut se pacifier un peu. Donc, et les autres disent que c'est bien, on est toujours fiers de toi, etc. Et en tout cas, il y a un rapport... Normal, on passe. Mais au moins, je peux dire que je connais toutes les tentations de se taire, quoi. Et tu comprends très bien qu'est-ce que tu confrontes et qu'est-ce que confrontent les autres qui sont restés là-bas. La pression est énorme, et même si ce ne sont pas les représailles en masse, comme pendant le temps de Joseph Staline, mais le fait que chaque cas de représailles et chaque arrestation et chaque empoisonnement est beaucoup médiatisé, et tout le monde le connaît bien sûr, surtout les libéraux, les démocratiques, les démocrates, qui consomment les médias, qui en parlent beaucoup. Donc l'effet de présence que tu appliques ce qu'il y a sur toi-même est énorme. Donc la pression, c'est pour ça que la pression est énorme. Il y a beaucoup de cas pas seulement des arrestations, mais des autres pressions extrajudiciaires, y compris les tortures sexualisées pour les activistes arrêtés dans les stations de police, dans les prisons, et où ils sont torturés par les bouteilles, je ne sais pas par quoi. Et après, c'est enregistré, et après, c'est utilisé pour les faire du chantage et pour les menacer en disant que ça va être rendu public. Dimitri, en parlant de ces supplices que subissent les opposants sur place, on a vu Alexeï Navalny hier dans ces images, il a comparu très brièvement, très affaibli. Il est malade, on le sait, il va probablement passer sa vie en prison, et c'était une voix forte contre le Kremlin. Est-ce qu'il a eu tort de retourner en Russie? Est-ce que Kara-Murza a eu tort de rester sur place? Ils ont sacrifié leur vie. Exactement. Je crois que... Oui, je dirais un artiste, c'est une autre chose, mais si tu es quelqu'un de politique et si tu lances vraiment le défi au pouvoir, et si tu veux prouver quelque chose, tu ne peux pas rester dans le confort du refuge européen. Il fallait retourner en Russie, c'est ça que vous dites? Il a dû, parce que sinon, ça aurait été perçu comme en trahison, je crois, de ses supporters. Vous avez un espoir qu'il sorte un jour? Vous avez un espoir qu'il sorte un jour de prison? On ne sait jamais. C'est vraiment c'est une loterie de mort. Et il se peut qu'il n'en sort jamais. On croit que tous les emprisonnés politiques, tous les prisonniers politiques russes, ils restent jusqu'au jour de la mort de Vladimir Poutine, parce que n'importe qui va le changer, n'importe qui va être après. C'est surtout maintenant, c'est la croisade, je dirais, personnelle de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, pour satisfaire ses complexes personnels. C'était imposé. Peut tomber rapidement Poutine d'après vous ou pas? Je vous pose cette question parce que j'avais posé la question à Dmitri Gudkov, un autre opposant, qui dit qu'il se sentait comme les Allemands pendant la guerre et qui pensait que Poutine n'allait pas tomber rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que... Moi, je dirais il faudra attendre jusqu'à jour de sa faiblesse physique, sa mort, quoi. Donc non. Il ne me paraît pas qu'il y a une résistance assez importante dans le sang de la population russe qui puisse faire tomber le régime. Il y a une présidentielle en mars prochain en Russie. Comment ça va se passer selon vous, avec une opposition muselée et en pleine guerre en Ukraine? Ce ne sont pas des présidentielles, on n'a pas des élections, c'est une simulation, c'est un rituel de conformisme et d'adoration de Vladimir Poutine, c'est totalement contrôlé par le pouvoir. On n'a aucun espoir que ça puisse être renversé par l'opposition. Et l'opposition maintenant est supprimée, est pulvérisée, et les gens sont partis, et les gens au sein de la population, les gens soi-disant ordinaires, ils sont privés d'un leader et ils ne vont pas pouvoir s'organiser. Donc, je suis désolé, on ne va pas avoir des grands changements. C'est absolument contrôlé par le pouvoir, surtout par les services secrets. Merci. Voilà. Merci de votre courage et merci d'être venu dans le temps de l'info, Dimitri. Merci. Je dis juste que votre livre s'appelle Métro 2033 pour ceux qui aiment la science-fiction. C'est un best-seller mondial. Et les récits de la mère patrie, c'est plus politique. Merci beaucoup à vous.